le premier mythe qu'il faut casser, c'est que le produit structuré, c'est pas une classe d'actifs. Dire que le produit structuré, c'est une classe d'actifs, c'est comme dire qu'un FCP, c'est une classe d'actifs. C'est complètement erroné. Donc, qu'est-ce que c'est ? Alors, le produit structuré, c'est un outil d'investissement. Le but du produit structuré, c'est d'optimiser le couple risque-rendement d'un investisseur, d'un client. Souvent, le produit structuré, il est structuré avec ce qu'on appelle une obligation, qui est souvent une obligation zéro coupon. Et ensuite, on achète ou on vend des options pour aller chercher justement du rendement additionnel et un pick-up additionnel par rapport à ça. Moi, ce que je peux voir globalement, c'est que en moyenne, le coût global d'un produit structuré, c'est entre 0,5% par an à 1% par an. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Blindé sur le revenu. Aujourd'hui, on va attaquer un sujet assez brûlant sur les forums, qui est le produit structuré ou les produits structurés. Un sujet qui clive beaucoup parce que 80% à peu près des commentaires sont négatifs. Et pourtant, quand on regarde cet outil financier, parce que c'est pas vraiment une classe d'actifs, on va y revenir aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est aussi utilisé par les CFO, les directeurs financiers des plus grandes entreprises qui les traitent en milliards. Alors, pourquoi ces CFO considèrent que c'est un bon produit et les forums considèrent que c'est une arnaque ? On va se poser cette question aujourd'hui, qui est un grand spécialiste du sujet, qui est Nicolas Comreau, qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Nicolas, bonjour. Bonjour Gustave. Nicolas qui est directeur associé de Altitude Investment Solutions, l'un des plus grands courtiers de la place. Oui, tout à fait, merci. Est-ce que tu peux nous donner peut-être quelques chiffres sur Altitude et quelques éléments pour qu'on comprenne exactement ce que vous faites ? Oui, bien sûr, on est un conseiller indépendant spécialisé donc, sur les produits structurés. On existe en Suisse depuis 2017 et en France depuis 2020. Donc notre métier, c'est de conseiller les conseillers en gestion de patrimoine, family office, multifamily office dans l'élaboration de leur offre en produits structurés. On a, depuis 2017, intermédié un peu plus de 10 milliards d'euros en produits structurés sur le marché français et le marché suisse, ce qui représente un peu plus de 10 000 produits qu'on a distribués auprès justement de notre clientèle et à qui on a accompagné finalement dans toute l'élaboration de l'offre. On travaille avec un peu plus de 20 banques d'investissement, puisque notre métier, justement, c'est de faire le pont entre les conseillers en gestion de patrimoine et les banques d'investissement dans l'élaboration, justement, des produits structurés. Ok, donc tu connais un petit peu le sujet. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Pourquoi on a invité Nicolas ? Évidemment, c'est un expert, vous l'avez compris, qui fait partie de cette très belle maison, mais c'est aussi quelqu'un qui explique très bien le produit. Et avant peut-être de voir si c'est, ou de rentrer tout de suite dans le vif du sujet de est-ce que c'est une arnaque ou est-ce que c'est pas une arnaque. Tu commences fort. Je commence fort. Non, mais en fait, c'est le niveau des questions qu'on retrouve réellement sur les forums. Donc, je pense à Reddit. Je crois que je dois pas trop citer de nom, mais Reddit, c'est assez public. C'est vraiment cette terminologie-là qu'on retrouve. Donc, je préfère qu'on mette les pieds dans le plat, qu'on se pose cette question. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est la manière dont déjà tu t'expliques ce que c'est. Parce que je pense que beaucoup de gens qui sont des détracteurs des produits structurés auront du mal à en fournir une bonne définition. Donc, est-ce que déjà, il y a une définition des produits structurés ? Je pense qu'il y a une définition très claire du produit structuré. Ça reste un produit financier, donc il y a quand même de la technicité à l'intérieur. Moi, je pense quand on approche le produit structuré, il faut peut-être revenir un petit pas en arrière, c'est revenir sur le conseil en investissement de manière générale. Alors, moi, dans ma carrière, j'ai pas fait que des produits structurés dans ma vie. J'ai aussi construit tous les processus d'investissement d'une grande banque privée européenne, pour pas la citer, qui s'appelle Société Générale, puisque j'étais directeur du conseil en investissement là-bas, au niveau européen. Donc, c'est un sujet que je connais bien le structuré, mais je connais bien également le processus d'investissement. Et aujourd'hui, quand vous êtes conseiller en gestion de patrimoine ou family office ou gérant même, quand vous déterminez finalement qu'est-ce que vous allez introduire ou conseiller dans les portefeuilles de vos clients, il y a des process un petit peu standardisés qui sont des logiques intellectuelles. Le premier élément qui est important, c'est de partir du profil du risque de client. Et en fonction de son profil de risque, on va déterminer une allocation stratégique. L'allocation stratégique, c'est assez simple. C'est combien vous allez mettre dans les grandes classes d'actifs des produits, combien vous allez investir en pourcentage du portefeuille dans les grandes classes d'actifs. Combien vous allez mettre en actions, combien vous allez mettre en obligations, combien vous allez mettre en private equity, en immobilier, en art et en dette privée, etc. Donc, dans tous ces éléments-là. Une fois que vous avez déterminé votre allocation stratégique qui dépend donc d'un profil de risque et d'un rendement espéré derrière en conséquence, on fait ce qu'on appelle une allocation tactique.
L'allocation tactique, c'est au sein de ces grandes classes d'actifs, quelles sont vos convictions de marché. Par exemple, sur le marché action, est-ce que vous êtes positif sur les marchés américains? Est-ce que vous êtes positif sur les marchés émergents? Est-ce que vous êtes positif sur le secteur de la santé, sur le secteur de la technologie, etc. Et donc là, vous allez, au sein de cette poche et de cette allocation d'actifs actions, déterminer votre allocation tactique. Et donc, vous avez la génération du bêta, qui est la performance du marché sur l'allocation stratégique, qui est une tendance longue. Vous allez ensuite générer de la performance additionnelle qui est un premier alpha avec justement la génération d'une allocation tactique. Et ensuite, c'est comment vous la mettez en place dans le portefeuille. Et c'est ce qu'on appelle l'allocation produit. Et là, l'alpha, c'est la surperformance par rapport à l'indice de référence ou par rapport exactement. Exactement, voilà, c'est sur des temps plus courts. Okay. En tous les cas, l'allocation tactique, elle va être sur des temps beaucoup plus courts, là où l'allocation stratégique, elle est sur un temps très très long. Et ensuite, c'est l'allocation produit, c'est-à-dire que là vient, par exemple, si vous voulez investir sur les marchés américains, vous pouvez le faire avec un portefeuille d'actions en direct, on peut le faire avec des ETF, on peut le faire avec des fonds, des FCP, ou on peut le faire avec des produits structurés. Et là, voilà, donc c'est un élément hyper important, et je pense que le premier mythe qu'il faut casser, c'est que le produit structuré, c'est pas une classe d'actifs. Dire que le produit structuré, c'est une classe d'actifs, c'est comme dire qu'un FCP, c'est une classe d'actifs. C'est complètement erroné. Et je pense que donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, la base de la finance, elle est toujours la même en investissement. C'est-à-dire qu'on part toujours du taux sans risque. Quand vous faites un investissement financier, en fait, vous vous dites, je le compare à quoi ? Parce que dire, je vais chercher 6% de performance, 8%, 10%, etc., en fait, il faut le comparer par rapport à un niveau de risque, par rapport à une durée de détention, par rapport à une liquidité, par rapport à tout ça. Et en fait, la base de la finance, c'est ce qu'on appelle le taux sans risque. C'est-à-dire que vous avez garantie du capital, garantie du rendement sur une durée qui est donnée. En France, on a un truc qui est super qui s'appelle l'assurance vie, qui mathématiquement et économiquement est un peu une anomalie de marché avec le fonds euro, puisque ça crante finalement un niveau de taux sans risque qui est au-dessus des taux sans risque de tous les marchés mondiaux. Quand vous faites du fonds euro, vous avez des rendements qui peuvent aller entre 3 et 5%. Bon, voilà, en fonction du niveau des taux d'intérêt et puis en fonction des assureurs avec qui vous travaillez. Scolairement, le taux sans risque, c'est plutôt l'emprunt d'État, quoi. On est exactement. 10 ans ou ça peut être du 10 ans, mais ça peut être le DAT. Normalement, le bon taux sans risque, c'est le compte à terme. Vous appelez votre banquier, vous lui dites, voilà, j'ai un petit peu d'argent à placer. Voilà, quel taux vous me faites ? Et ça va être des taux à 3 mois, 6 mois, 9 mois, etc. Et donc, voilà. Ça sert aujourd'hui sur un 6 mois, c'est quoi, 2% Ouais, entre 1,80 et 2,10 en fonction de ta force de négociation. Le vrai taux sans risque, c'est 1,80, 2%. Et nous, dans notre marché de l'épargne, ce que tu nous dis, c'est qu'on a ce produit un peu spécifique en France. Ouais, quel fonds euro ? Le fonds euro dans l'assurance vie. Exactement. Et là, du coup, effectivement, il y a des taux qui sont un peu supérieurs déjà structurellement, parce qu'il n'y a pas que de l'obligation dedans. Ouais. Et en plus de ça, je crois que les assureurs sont plutôt friands de nouveaux capitaux, donc il y a plutôt des collectes qui sont bonifiées en ce moment, donc on tourne autour de 4 nets, quoi. Ouais, exactement. Tu peux aller jusqu'à 4 nets en fonction des assureurs. Et je pense qu'ensuite, voilà, tous ceux qui construisent des produits financiers, comme nous chez Altitude, notre enjeu, ça va être justement d'aller trouver, d'aller construire, d'aller élaborer des solutions qui vont permettre d'aller chercher soit plus de rendement pour une mesure de risque à peu près homogène, soit... enfin, voilà, donc... Je pense que c'est important de revenir sur ces bases-là du conseil en investissement. Alors, une fois qu'on a dit ça, ça nous amène, nous, sur le produit structuré, parce que je crois que c'est un peu finalement le but du podcast aujourd'hui. Donc, le produit structuré, c'est pas une classe d'actifs. Je crois que là, enfin, la démonstration est assez claire. Donc, qu'est-ce que c'est ? Alors, le produit structuré, c'est un outil d'investissement. Okay. Le but du produit structuré, c'est d'optimiser le couple risque-rendement d'un investisseur, d'un client. Et donc, en fait, la manière dont on travaille un produit structuré, qui est un produit quand même généralement sur mesure, on fait énormément de produits et on en émet et on en met en place quotidiennement, c'est pour une mesure de risque figé, d'aller chercher le meilleur rendement potentiel. Okay. Ou à l'inverse, pour une mesure de rendement figé, d'aller chercher la meilleure optimisation du risque pour le client. Et ensuite, dans le produit structurel, l'univers du possible, il est presque sans limite. On peut faire tout ce qu'on veut.
Donc, c'est un produit qui, intellectuellement, est hyper passionnant, qui, en termes d'ingénierie financière, permet de répondre à énormément de problématiques des investisseurs, des clients. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est très apprécié aujourd'hui sur le marché français, mais pas que sur le marché français. Est-ce que concrètement, tu peux donner une définition un peu plus scolaire de comment c'est structuré, justement? Il y a quoi dedans, En termes techniques? Ouais. Alors, souvent, le produit structuré, il est structuré avec ce qu'on appelle une obligation, qui est souvent une obligation zéro coupon. Et ensuite, on achète ou on vend des options pour aller chercher justement du rendement additionnel et un pick-up additionnel par rapport à ça. Ok. Donc, cette base obligataire et derrière, effectivement, des options sur lesquelles on va aller chercher un peu d'alpha ou de sécurité. Exactement. Très bien. Ce que je trouve intéressant avec cette première explication, c'est que je trouve que ça contredit quelque chose qu'on entend souvent en finance, c'est ça dépend. Il y a beaucoup de produits financiers où quand le client vous demande ou te demande c'est quoi la perf ou c'est quoi le risque, la réponse c'est ça dépend. C'est pas super rassurant. Là, ce que je comprends, c'est que du coup, au travers des options, de l'obligation zéro coupon, etc., on va pouvoir finalement fixer des bornes, fixer des paramètres. Et donc, le ça dépend va devenir beaucoup, beaucoup plus précis. Est-ce que tu souscris à ça? Ouais, totalement. C'est ce qui fait aussi son succès. Je pense que le produit structuré, ensuite, là, j'ai essayé de donner une première définition qui est un peu large. Ensuite, dans les faits, c'est un contrat. Déjà, techniquement, c'est une émission de dette de la part d'un émetteur. Donc, le client, il achète quand même, dans un premier lieu, une dette émise par un émetteur bancaire. Tous les grands émetteurs, que ce soit des banques françaises ou anglo-saxonnes, qui le font. Ce qui est hyper intéressant dans le produit structuré, c'est que justement, c'est hyper contractualisé. C'est-à-dire que le client, il y a de la prévisibilité, en fait, pour lui, dans les événements de marché. Il sait ce qui va se passer en fonction de l'évolution du sous-jacent qui est incorporé dans le produit structuré. Okay. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc, c'est une formule de remboursement à maturité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire des événements en cours de vie. Les événements en cours de vie, c'est généralement quand même souvent des événements positifs. C'est des détachements de coupons, c'est des remboursements par anticipation. Et donc, pour les conseillers en gestion de patrimoine, c'est des moyens d'avoir des rebonds commerciaux auprès de leurs clients, avec généralement en plus des bonnes nouvelles. Quand vous appelez votre client, et tu le sais parfaitement, quand tu appelles ton client et que tu lui dis qu'il a touché son coupon ou que son produit est rappelé et que la stratégie a marché, c'est généralement des événements très positifs. Oui, ça rythme la vie commerciale exactement. Plus qu'un ETF, d'une certaine façon. Ok, ça c'est très clair. Donc on a un peu compris le panorama. Maintenant, et le champ des possibles, on va revenir peut-être sur les différents types de produits structurés, peut-être aussi quelques exemples de produits qui sont les plus courants, au moins, qu'on se projette sur quelque chose d'un peu concret. Mais peut-être revenir sur mon accroche et mes pieds dans le plat, mais pourquoi cette défiance sur les frais du coup? Et j'ai pas compris pour l'instant, la manière dont tu le présentes, pourquoi il y aurait plus de frais là-dedans qu'ailleurs? Elle vient d'où cette défiance-là? J'aimerais bien qu'on évacue la question assez vite pour comprendre. Je sais pas, je pense qu'il y a un truc humain. Quand tu as des produits qui commencent à collecter un petit peu, certaines personnes qui ont des influences d'ailleurs plus ou moins fortes, essayent peut-être de dénigrer le produit pour essayer de se créer finalement une place d'audience sur des réseaux ou des trucs comme ça. Alors déjà, il faut savoir les conseillers en gestion de patrimoine sont dans des environnements ultra réglementés. C'est des métiers réglementés, quoi. Personne fait ce qu'il veut. Ça n'existe pas. Ensuite, on est dans un écosystème où les produits structurés sont souscrits dans des contrats d'assurance vie, dans des comptes titres ordinaires, et le conseiller en gestion de patrimoine, il a des obligations légales. L'obligation légale, c'est de faire une adéquation du produit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit s'assurer que quand il conseille un produit à son client, le produit est adapté au profil du client. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la lettre d'adéquation. La lettre d'adéquation, c'est quoi? C'est que quand un conseiller en gestion de patrimoine conseille un produit, il doit déclarer l'ensemble des coûts à l'intérieur du produit et combien lui, il prend en termes de marge. Donc, à la fin, si les clients ils continuent à souscrire à ce type de produit, c'est qu'en fait, ils ne sont pas choqués par le niveau de frais. Okay. Parce que je pars quand même du principe, c'est quand des clients continuent à acheter, c'est qu'ils sont plutôt contents. Pour moi, le meilleur juge de paix, ça reste quand même le client final.
Ensuite, il y a ce qu'on appelle un document réglementaire qui s'appelle le KID en anglais, qui est le DIC, qui est le document d'information client, dans lequel est stipulé l'ensemble des coûts associés aux produits structurés. Ok. Et enfin, quand c'est souscrit en assurance vie, il y a les assureurs qui ont des règles, avec Value for Money en particulier, etc., et qui mettent en place des règles qui déterminent des niveaux maximum de coûts dans l'équipe acceptables pour la distribution d'un produit. Donc on est dans un environnement qui est ultra réglementé, et ensuite... faudrait interroger peut-être ces gens qui disent que les coûts sont exorbitants, etc. On a toujours deux façons d'approcher un business ou un produit financier. C'est de l'approcher par le coût, de l'approcher par la valeur. Quand on est dans un marché qui est un peu innovant, qui est un peu nouveau, avec beaucoup de services, etc., on a tendance à l'approcher par la valeur. Et moi, je pense que c'est la bonne façon d'approcher le produit structuré. C'est quelle est la valeur qu'il apporte dans un portefeuille, quelle est la valeur client en fait rendue. Ouais. Ensuite, on approche par les coûts, généralement, quand on veut disrupter un marché qui est déjà très installé, en se disant on va choper des parts de marché en étant moins cher que les autres. Non, mais ce que j'entends, c'est que toi, ce que tu dis, c'est déjà, c'est transparent. Donc, contrairement, pour le coup, à une idée reçue, c'est pas opaque, c'est transparent et tu nous as bien indiqué les documents qu'on devait avoir en tant que client. Du coup, si vous souscrivez à un tel produit, assurez-vous d'avoir bien ces documents. Ouais. C'est légal. Ouais, mais c'est une bonne manière de vérifier justement la qualité du conseil reçu. Et une fois qu'on a ces documents, a priori, on a l'information. Donc ça, c'est quand même un premier élément que tu écartes. Maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le produit, on peut effectivement se faire une appréciation personnelle, comme tu l'as dit. Est-ce que c'est cher, pas cher, etc. D'ailleurs, c'était intéressant ce que tu as dit sur aussi la dynamique de marché. On reviendra peut-être aussi sur les grands chiffres pour qu'on se rende compte de ce que c'est que ce marché des produits structurés. Mais c'est quoi les frais dans un produit structuré en fait? Sur un ETF, par exemple, c'est des frais de gestion. Sur un fonds, c'est des frais de gestion qui sont payés annuellement. Sur un produit structuré, est-ce que tu peux nous expliquer à quel moment en fait on paye? Et selon toi ou selon les produits, qu'est-ce qui est sain ou qu'est-ce qui est une bonne ou une mauvaise rémunération? Bien sûr. Alors, je pense que ta question elle est double. C'est quoi les grandes catégories de frais et c'est combien à la fin? Exactement. Les grandes catégories de frais, il y a les frais d'émission du produit structuré, puisque un produit structuré, donc comme je le disais tout à l'heure, c'est une émission de dette de la part d'un émetteur. C'est un produit qui est titrisé, c'est ce qu'on appelle un euro medium term note, c'est une obligation. Et donc, il y a un coût d'émission avec un prospectus, avec un produit d'appel public à l'épargne dans de nombreux cas, etc. Il y a les coûts des banques d'investissement, donc. Il y a les coûts des intermédiaires comme nous, brokers en produits structurés, qui rémunèrent finalement notre conseil qu'on va apporter dans la chaîne de distribution. Il y a les coûts de référencement des plateformes assurantielles et ou dans les comptes titres ordinaires. Il y a ensuite les marges de distribution des différents distributeurs que sont les conseillers en gestion de patrimoine ou family office. J'interromps la vidéo 1 minute pour vous parler de notre guide Bourse. Il est actuellement en kiosque. Des premiers pas au premier million, comment investir en bourse. J'en profite aussi pour vous dire qu'il y a des liens cliquables dans la description de cette vidéo pour pouvoir vous abonner à nos revues. À très bientôt. Merci beaucoup. Moi, ce que je peux voir globalement, c'est que en moyenne, le coût global d'un produit structuré, c'est entre 0,5% par an à 1% par an. Ok. C'est en fait pas du tout différent, voire même quelquefois en dessous que d'autres produits financiers. Il y a des ETF à 0,5, mais oui. Ouais, mais ça apporte pas le même truc. On peut parler de la valeur d'un ETF. ETF à 0,5, c'est plutôt cher. Mais même à 0,2. Ouais. En fait, encore une fois, c'est OK. Non, mais par rapport à un fonds action, par exemple, actif, c'est plutôt 1,5, 2%. Ouais. Donc oui, effectivement, c'est plutôt moins cher si on le prend dans le temps. Mais juste pour être clair, la rémunération, elle est payée dans le temps ou est-ce qu'elle est payée Non, elle est ce qu'on appelle, c'est un upfront. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est tout payé par le client et c'est incorporé en fait dans le prix du produit. Okay. C'est directement incorporé dedans. En fait, les produits structurés, c'est des vases communicants.
Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, les coûts, globalement, plus ils sont élevés, moins le rendement potentiel sera grand, comme dans tout actif et tout produit financier. Ouais, bien sûr. Ok. Bon, mais effectivement, quand on le dit comme ça, c'est tout à fait compréhensible. Bon, maintenant, on a un peu la théorie. Ouais. Peut-être pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de produits structurés ou au contraire qui ont eu des expériences heureuses ou moins heureuses, tu peux nous donner un exemple concret peut-être de ce que tu as vu qui était le plus traité, par exemple l'année dernière, que tu as trouvé qualitatif. Bien sûr. Prenons un Ouais. angle positif. Mais en tout cas, voilà, un type de produit et quels sont les événements, quels sont les paramètres, Ouais. voilà, pour se rendre compte un peu concrètement. Alors, c'est difficile de tout dire sur les produits structurés Bien sûr. en un laps de temps court. Le premier moteur de performance d'un produit structuré, c'est son sous-jacent. Ok. Et ça, je pense que c'est essentiel dans la compréhension de ce que c'est qu'un produit structuré. Les produits structurés, quand ils ne marchent pas, ce n'est pas le produit structuré qui foire. C'est que la stratégie d'investissement sous-jacente qui a été prise au lancement du produit n'était pas la bonne. Ok. Voilà, si vous achetez le marché action et que le marché action baisse, que vous soyez en direct avec des titres ou un ETF ou via un produit structuré, voilà, ça ne marchera pas. Alors que vous étiez investi sur la hausse du sous-jacent. Donc, le premier moteur de performance, c'est le sous-jacent. Donc, quand vous achetez, tu conseilles un produit structuré, la première chose à faire, c'est d'adhérer à la stratégie d'investissement sous-jacente. Donc, l'allocation tactique dont tu parlais exactement, tout à l'heure. Ouais. On est dans l'allocation tactique. Et on est aussi même dans l'allocation stratégique. Tu es vraiment dans les deux premières poches. Voilà, qu'est-ce que je serais. Je suis en alternative à quoi? Est-ce que je suis dans la poche obligataire? Est-ce que je suis dans la poche action? Et à partir de là, voilà, quelles sont mes convictions de marché? Ah, donc toi, pardon, excuse-moi, mais je fais le parallèle parce que ça m'intéresse. Ouais. Si je reprends la logique de tout à l'heure, c'est si je fais un structuré sur action, c'est dans ma poche allocation stratégique action. Oui. Dans ta logique. Si, Okay. Au bémol de si tu le fais avec une garantie en capital, où là, moi, j'aurais quand même tendance à te le mettre obligataire, en tant que technicien sur la partie action, parce que ça te donne une exposition quand même au marché action, tout en réduisant ton risque maximum. Obligataire, du coup. Non, je le mettrais quand même dans la poche. Même avec une garantie en capital, ouais. Ok. Je le mettrais dans la poche action. Au bout de l'exercice. Ouais, c'est vraiment pour moi le sous-jacent qui doit véritablement aussi driver. Bon, désolé pour la digression. Mais... Ouais, non, mais c'est important. C'est hyper important. Donc, ce qui a bien marché. Alors, les produits structurés, ils collectent énormément en France depuis... la collecte a augmenté en France sur les 2-3 dernières années pour une raison... il y a plusieurs raisons à cela, mais il y a une raison très importante, c'est la hausse des taux d'intérêt. Faut pas oublier que l'épargne en France, elle est très importante. Je crois qu'il y a un peu plus de 6 000 milliards d'euros d'épargne en France. Il y a 5 000 milliards qui est adressable, qui ne sont pas d'épargne d'entreprise, etc. Et sur les 5 000 milliards d'euros, il y a quoi? Il y a 4 000 milliards qui est en épargne réglementée. Oui. Il y a de la place encore. Ouais, il y a de la place pour les conseillers en gestion de patrimoine d'apporter leur valeur et d'aller justement conseiller les clients. L'épargne réglementée, c'est livret, compte courant, quoi. Ouais, livret, compte courant, exactement. Ouais. Okay. Ouais, il y a beaucoup à aller chercher. En tous les cas, c'est pas des actifs risqués. Ok. Et c'est pas des allocations. Alors, on peut dire que c'est pas placé, quoi. C'est pas placé. Voilà. C'est pas placé de façon active, en tout cas. Ok. Ouais. Et je pense que... Alors, il y a un gros sujet en ce moment d'éducation financière dont on pourrait débattre très longtemps. Moi, je pense qu'il y a quand même une grande partie de la population française qui est ce qu'on appelle très risque averse. C'est-à-dire qu'en fait, son argent, son patrimoine financier, c'est issu du travail. Ouais. Et quand le fruit d'un travail, on en vient à essayer de le placer sur des actifs risqués, souvent on n'a pas trop envie parce qu'on valorise, on a très très peur de le perdre. Et je crois que cette peur de le perdre, elle prévaut à toute décision ou gain potentiel. Et ce qui s'est passé en fait avec la hausse des taux à partir de 2022, c'est qu'on a commencé à pouvoir à nouveau construire des produits structurés à capitaux garantis avec des coupons garantis. Ça a été la première étape qu'on a eue en 2022. Et donc, on était capable, sur des produits 10 ans, 12 ans, d'avoir des produits à capital garanti avec des coupons garantis à 4,5%, 5,5%. On a même eu des 6% de coupons avec des mécanismes de rappel par l'émetteur, etc. Tu les as plus, là. Comment ? Tu les as plus, là.
Ils sont plus possibles là, aujourd'hui. Les taux ont déjà rebaissé un petit Publicité mensongère. peu. Okay. J'ai dit en 2022. Non, bien sûr. Non, malheureusement, là, aujourd'hui, on n'y arrive plus. Non, mais ça, c'est hyper intéressant. Et on voit le lien, justement, encore une fois, avec l'actif sous-jacent, c'est-à-dire l'actif obligataire qui rapportait 0 un an auparavant. Et donc, la corrélation, le moteur, en fait, du produit, quoi. Exactement. C'est exactement ça. Et donc là, on peut adresser, grâce à ces typologies de produits, finalement, tous ces clients qui sont risque-averses. Et donc, on a ce qu'on appelle un target market, si on peut parler un peu en entrepreneur, qui est finalement beaucoup plus large. Parce que là, on n'est pas que sur des gens qui sont prêts à aller sur de l'actif risqué, on est sur des actifs considérés comme non risqués, puisqu'il y a de la protection en capital, etc., et qui sont des alternatives à la détention de fonds euros. Et donc, ça, c'était une allocation dans les assurances-vie qui fonctionnait parfaitement. Ensuite, les taux ont commencé à rebaisser et il y a énormément de produits qui ont investi sur la baisse des taux d'intérêt. Que ce soit sur un sous-jacent type CMS 10 ans ou Euribor, qui sont des taux interbancaires finalement d'emprunt entre les banques qui se prêtent sur des maturités constantes données. Et nous, on a été très actifs sur cette typologie de solutions parce qu'on avait cette conviction, et on l'apporte d'ailleurs encore, que les taux allaient baisser. Okay. Et donc, on a fait énormément de produits avec des garanties en capital qui permettaient finalement aux clients d'avoir des rendements espérés entre 5 voire jusqu'à 10% de coupons potentiels, tout en ayant une garantie en capital. Ça illustre parfaitement l'optimisation du couple risque-rendement. Aujourd'hui, un portefeuille obligataire investment grade, il va délivrer quoi ? Il va délivrer du... Ouais, même pas. Investment grade, tu n'auras pas du 4 aujourd'hui. Je pense que tu voyages un peu, quoi. Faut bien voyager, là. Faut descendre, à mon avis, dans les rangs. Parce que même en high yield, tu vois, tu as du mal à sortir un 3,5 ou un truc comme ça. Et bien là, avec le produit structuré, on arrive en mettant une conditionnalité sur le coupon. Il n'est pas garanti, le coupon. Mais on arrive sur des produits à 10, 12 ans de maturité, d'aller chercher des coupons potentiels de 6 à 8, 10%. Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc ça, c'est la première typologie de produit qui a très bien marché en 2025. Et puis, il y en a une autre qui, historiquement, ça fait déjà une dizaine ou une quinzaine d'années qui existe, qui sont des solutions d'alternatives à la détention de portefeuille actions. Ouais. Ça, c'est des produits en fait, qui permettent, donc qu'on appelle les Athéna ou les Phoenix, qui sont des produits qu'on appelle auto-callables, donc sur lesquels on va choisir des actions individuelles ou des indices. Auto-callable, ça veut dire rappelable par l'émetteur, c'est ça ? Non, auto-callable, c'est qu'ils sont rappelés en fonction d'une condition qui est préfixée. Okay. Par exemple, que le sous-jacent soit supérieur ou égal à son niveau de départ à une date de constatation. Généralement au bout d'un an. Si le scénario voulu, entre guillemets, se passe... On est rappelé, voilà, automatiquement. Et donc ça, c'est vraiment la prévisibilité. Et je fais une aparté là-dessus. Ça, c'est vachement intéressant, ces produits-là. Pourquoi ? Parce que quand on est dans le conseil, c'est hyper difficile de savoir quand est-ce qu'il faut sortir d'un produit. Parce que quand on a raison, finalement, on a envie de continuer à rester exposé. Et c'est hyper difficile de dire à son client, non, il faut vendre maintenant, monétise tes gains, etc. L'avantage du produit structuré, c'est quand on a raison, souvent le produit il s'arrête. Et donc, les gains sont monétisés immédiatement. Et ça permet de repartir soit sur une stratégie similaire, soit de changer la stratégie, que ce soit en termes de différentes allocations, stratégiques ou tactiques. Et donc, ça, c'est hyper intéressant. Donc, pour revenir sur les auto-callables, donc c'est des produits d'alternative aux actions qui permettent de générer des coupons entre 8 et 10, 12, 14, 15% en fonction des sous-jacents que tu vas sélectionner, et qui te permettent de générer ces rendements-là dans un marché qu'on appelle stable, voire légèrement baissier. Okay. Et qui te permettent d'avoir une protection en capital également à maturité jusqu'à des baisses du sous-jacent de 30, 40, 50, voire moins 60%. Okay. Et donc là, on est vraiment dans l'utilisation, pour moi, qui est parfaite du produit structuré. C'est-à-dire que je veux aller chercher du rendement entre 8 et 12%, mais je ne veux pas m'exposer directement au marché action et en tous les cas aux aléas du marché en cours de vie. Je veux protéger mon capital quand même à maturité. Et donc, je rentre dans des stratégies produits structurés type Athéna ou Phoenix qui me permettent donc de générer ces rendements-là avec une protection capital. La contrepartie de ça, c'est quoi ? C'est que je me retire de la hausse au-dessus du coupon. Voilà, si les marchés font plus 50% la première année, je vais faire que plus 10.
Je me permets un petit récap peut-être pour ceux qui n'ont pas tout suivi, et tu me corriges si je me trompe. Mais moi, ce que je retiens, c'est que du coup, tu as une condition sur la performance. Ouais. C'est la première conditionnelle. Donc, il faut que tel événement se passe pour que je puisse toucher mon coupon ou le mettre en mémoire. Ouais. Et il y a une condition sur le capital. Ouais. Il faut qu'on soit au moins à un certain seuil pour être remboursé à la fin. Exactement. Voilà. Exactement. Ok. Ouais. Ok. Et c'est ça vraiment, je pense, la meilleure illustration du structuré. Hein. C'est sa capacité à amoindrir les chocs de marché et à protéger le capital dans des cas de scénarios de marché qui baissent, quoi. Donc, sur un marché, par exemple, qui fait moins 5%, je peux faire 10% de perf et maintenir mon capital à la fin. Ouais. C'est quand même une grosse différence avec un marché action classique, quoi. Ouais, complètement. Ok. Peut-être tu parlais tout à l'heure aussi, on ressort un peu des produits, on va y revenir, mais tu parlais aussi un petit peu de l'évolution de ce marché voilà, de l'appétit, hein, parce que parallèlement au fait qu'il y a effectivement du débat là-dessus, et j'en ai fait mon accroche, peut-être un peu mon fil rouge, c'est aussi que c'est un marché qui s'est largement développé, qui a eu un fort succès. C'est quoi les chiffres ? Enfin, on parle de combien ? Ça concerne combien de personnes ? C'est quoi les volumes au moins, peut-être, sur le marché des produits structurés ? Les chiffres, on n'a pas encore les chiffres officiels de 2025, hein, mais en tous les cas... Les estimés, selon les manifestants. Ouais, c'est la police, alors voilà. Je vais essayer de faire. Moi. Non, on est sur un marché qui avoisine les 50 milliards d'euros de collecte en 2024, et avec en fait une croissance qui a été multipliée par 2 en 2 ans, entre 2022 et 2024. Hein, on est passé de 25 à 50 milliards d'euros voilà, de distribution de produits. C'est colossal. Hein. Pour ceux qui suivent quand même le marché de l'épargne, c'est la moitié de la capitalisation totale des SCPI, par exemple, en une année de collecte. En effet. Ouais. Mais ce n'est pas une classe d'actifs. Non, mais ça concerne effectivement. Mais bon, après, la SCPI non plus. C'est l'immobilier. C'est un outil de détention pour l'immobilier. Mais c'est l'immobilier. Oui, c'est l'immobilier. Mais ça inclut aussi les corporates, ces chiffres. Non, c'est vraiment dans la distrib. Ah ouais. Ouais, c'est vraiment dans la distrib. Ah oui. Ouais, c'est vraiment dans. Ouais. Ok. Ouais. Donc effectivement colossal, ouais. Ouais, c'est important, ouais. Ouais, tu mentionnes les corporates, c'est un outil super utilisé par les trésoreries d'entreprise. Énormément. Ouais. Oui. Justement, ça fait un bon pont avec peut-être d'autres types de structurés qui sont peut-être méconnus. C'est les structurés sur des obligations. Ouais. J'ai eu la chance d'avoir une présentation d'une grande banque française qui est connue sur la classe d'actifs que tu connais aussi. C'est assez marginal encore dans le volume de distribution globale d'utiliser les produits structurés sur cette classe d'actifs. Ouais, sur le crédit, Sur le crédit. Pourquoi, de ton point de vue et est-ce qu'on devrait s'y intéresser ? Ah bah nous, on s'y intéresse vachement chez Altitude. On en fait beaucoup d'ailleurs. Moi, c'est des produits que j'affectionne particulièrement parce que je trouve qu'ils ont une vraie capacité à apporter une solution, en particulier en alternative à la trésorerie d'entreprise. Alors déjà, quand tu fais du crédit, c'est généralement pas éligible en assurance vie. Parce que les critères d'éligibilité des produits en assurance vie sont très contrôlés, très restreints, etc. Et les assureurs jouent leur rôle de garde-fou et veulent s'assurer que c'est des produits qui restent compréhensibles de la part du commun des mortels. Et c'est vrai que quand on rentre dans le crédit, et des produits structurés sur le crédit, là on embarque un peu de complexité intellectuelle, voilà, et donc ça rend un peu plus difficile la compréhension. Ensuite, il y a un élément sur lequel il faut faire très attention quand on fait du crédit, c'est l'asymétrie au risque. C'est des produits avec des événements négatifs qui sont très rares, mais quand ils arrivent, ils sont très durs. Et les directeurs financiers qui sont très habitués à avoir des portefeuilles obligataires, qui comprennent bien le risque corporate, qui comprennent bien voilà, cet ensemble, là pour le coup, de mécanismes, aller sur un produit structuré sur de l'obligataire, sur du crédit, ils ont déjà en fait la bonne compréhension du crédit et comment ça fonctionne le crédit. Donc rajouter un produit structuré dessus, en fait, ils le comprennent très naturellement. Dans la distribution classique sur de la clientèle privée, ouais, c'est un peu plus complexe. Et encore une fois, il y a des produits qui ont une asymétrie au risque. Je ne sais pas si tu veux que je rentre dans le détail, mais
Voilà, c'est... On partagera s'il y a des commentaires, on Ok. partagera un peu l'information. Ok. Mais j'ai compris en tout cas que c'était plutôt un outil corporate qu'un outil grand Ouais. public à ce stade en tout cas. Ouais, Mais c'est plus confidentiel. Ouais, c'est moins démocratisé. Ok. Ouais. Parmi les sujets qui sont les plus commentés aussi sur les produits structurés et qui font débat dans l'épargne en général, c'est l'illiquidité. Ouais. Tu parlais de 10-12 ans, c'est l'horizon sur lequel on se place dans beaucoup de produits structurés aujourd'hui. Est-ce que tu peux peut-être challenger un peu cette idée d'illiquidité, nous expliquer comment ça fonctionne? Est-ce que si je change d'avis, par exemple, ou pour X ou Y raison, j'ai mal anticipé mes besoins de trésor, j'ai un événement inattendu, comment ça se passe et comment est-ce qu'on peut gérer cette liquidité différemment que sur un fonds de private equity, par exemple? Alors, je vais mettre fin au débat. Le produit structuré est super liquide. Ok. Et je vais te dire pourquoi maintenant. Moi, c'est clair. Non, il est super liquide et il est tout aussi liquide que le marché obligataire. Et je vais te donner 2-3 exemples. Pour tous les produits structurés qui sont faits en contrat assurance-vie, l'émetteur du produit, donc un SocGen, un BNP, un Crédit Agricole, un Goldman Sachs, etc., vont signer une lettre de liquidité avec l'assureur, qui oblige l'émetteur à racheter le papier, quelles que soient les conditions de marché, etc. D'accord ? Donc il y a une obligation de racheter le papier. Ouais. Ça, pas c'est à le n'importe premier quel prix, hein, parce que tu dis quelles que soient les Alors, conditions de marché. la liquidité ne veut pas dire à quel prix. Oui, voilà. Ok, ça, c'est le deuxième point. Parce que quand on parle de liquidité, c'est est-ce que je suis capable de sortir ma position ? Bien sûr. Elle ne dit pas à quel prix. Si l'investisseur qui veut une garantie du prix à 100 plus les coupons accrus, il faut faire un compte à terme ou du fonds euro. Il n'y a pas d'autre solution en fait, dans le marché qui existe. Le produit structuré, quand tu fais un produit à 10-12 ans avec une garantie en capital, en fait, son évolution, ça va être comme la détention d'une obligation classique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand les taux d'intérêt vont monter, eh bien la valeur au secondaire du produit, eh ben, elle va baisser. C'est exactement pareil que la détention d'une obligation classique. Quand tu fais un produit structuré sur action, et que tu joues et que tu investis sur la hausse des actions, quand les actions montent, le produit structuré monte. Quand les actions baissent, le produit structuré baisse. Donc ensuite, il y a une liquidité qui est organisée, qui est garantie quand c'est des contrats en assurance-vie. Mais honnêtement, moi j'ai connu, il y a un moment, il faut voir aussi le passé. Moi j'ai connu 2008, quand il y avait la crise financière, il y a eu la chute de Lehman Brothers. Il n'y a pas eu de crise de liquidité sur les produits structurés. Alors oui, quand les marchés ils ont baissé, les produits structurés ont souffert en valorisation. Mais comme les actions, comme les fonds, comme tous les actifs et tous les produits financiers du moment. Mais la liquidité, elle était là, elle était présente. Ok, ça c'est quand même un gros point favorable effectivement aux produits structurés. Et il ne faut pas confondre liquidité avec objectif de détention, durée de détention recommandée. Voilà, un produit structuré, c'est à 10 ans, la durée de détention recommandée, elle n'est pas loin des 10 ans, parce que si le scénario ne se réalise pas maintenant, il faut être capable de le porter jusqu'à terme. En revanche, en cas de besoin, il est tout à fait liquide et on peut le vendre au-dessus de la valeur d'achat également. Ok. Qu'est-ce que tu réponds alors, je ne sais pas si tu suis ça comme moi. Moi, j'ai un pied un peu dans les deux mondes. Je suis entre YouTube et BFM. Donc je vois les deux mondes cohabiter. Mais il y a vraiment des gens qui sont devenus quasi religieux des ETF. Et c'est la seule chose qui vaut. Effectivement, vu la croissance des indices ces 5 dernières années, ce n'était pas la pire idée. Mais du coup, on a aussi une génération qui est rentrée dans ce marché-là. Et on le voit notamment avec des acteurs qui ont fait leur succès là-dessus et qui ont eu un très très gros succès parallèlement aux structurés, comme quelques banques en ligne européennes notamment. Et si tu veux, ils ont cette en fait, ils opposent ça à tout. C'est-à-dire que, et encore une fois, leur portefeuille actuel, je précise, leur donne plutôt raison. C'est-à-dire, rien ne vaut l'ETF. C'est la fameuse étude Spiva, tu sais, contre les gérants. Ça part de là. Et en fait, comme on part de Spiva et on décline ça à tout. Et donc, en fait, la seule chose qui va améliorer ma performance, c'est de payer le moins de fees possible, quoi. Ouais. Comment est-ce que tu réponds à ça, cette fois-ci peut-être moins dans une logique défensive, parce qu'on a abordé le produit structuré aussi comme une manière aussi de protéger son capital, de borner son risque,
Mais là, cette fois-ci, plutôt dans une logique plus offensive quand même de construction du portefeuille. Ouais. Est-ce que le produit structuré a des arguments à faire valoir contre les ETF ou est-ce qu'ils sont effectivement surpuissants? Ouais, alors moi je suis pas trop dans l'opposition des différents supports, des différents outils. Je pense qu'ils ont tous leurs valeurs, etc. Et je trouve que les ETF, dans certains cas, sont super et apportent énormément de valeur. Ce débat, alors moi je l'avais quand j'étais en banque à l'époque, ce débat entre la gestion active et la gestion passive, c'est un débat hyper puissant. Moi, je suis pas gérant, donc bon, je me sens pas trop concerné par le débat en lui-même. Mais force est de constater que. Mais il y a un vrai débat de place. Peut-être qu'il y a 10 ans, il y avait des religieux de la gestion active. Ouais. Ce qui est peut-être nouveau, c'est les religieux de la gestion passive. Ouais, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché, sur les 10 dernières années, en fait, il est monté. Regarde, aujourd'hui, avant, on analysait les actions, on regardait les PER, on regardait, voilà, tous ces ratios, etc. Aujourd'hui, on est tous un peu perdus notre sens commun parce qu'en fait, ça a vachement évolué. Pourquoi ? Parce que ces dernières années, en fait, ce qui faisait monter les boîtes, c'était pas la boîte en elle-même, c'était le catalyseur. Et le catalyseur, c'était le secteur dans lequel il était, et c'était donc du long trend, obligatoirement. Par exemple, la tech, il faut acheter tout dans la tech. Au moins les grosses. Ouais, au moins les grosses, etc. Et puis, il y a eu un changement, c'est-à-dire qu'en fait, on a acheté des valeurs qui perdaient de l'argent. Là où avant, il y a 20 ans, c'était pas possible. Tu pouvais pas aujourd'hui valoriser une boîte qui perdait constamment de l'argent pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et on allait dans des modèles où en fait, on achetait le futur, mais sur beaucoup plus longtemps. Donc la gestion, je pense, active, a eu du mal à générer de l'alpha ces dernières années pour plein de raisons. Et cette raison-là en particulier. L'ETF versus le structuré, je pense que ça s'oppose pas vraiment. Bien sûr qu'il n'y a pas de frais dans l'ETF, mais il n'y a pas de gestion active. Et en fait, tu vois, là, pour moi, l'ETF, tu es vraiment dans l'allocation stratégique. Ok, tu mets du MSCI World, très bien, et tu le gardes pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Par contre, quand le marché il se prend moins 40%, tu vois, comme en 2008, qu'est-ce que tu dis à ton client ? Parce que, en fait, je pense qu'il y a un moment... et là, on ne revient pas à mon métier, mais je pense plus à l'écosystème et au métier du conseiller en gestion de patrimoine. C'est quoi le rôle numéro 1 d'un conseiller en gestion de patrimoine et de notre écosystème, à nous tous, notre rôle, notre enjeu numéro 1 ? C'est pas de faire de la perf avant tout, c'est la préservation du capital à long terme. Je pense que ça, c'est notre rôle à tous. En tous les cas, moi, c'est ma conviction personnelle. Et il y a beaucoup de clients, une grande majorité de clients, qui ne supporteraient pas perdre 20 ou 30 ou 40% sur une année. Et pour eux, ce serait en fait maladif, ce serait une difficulté, mais corporelle. Il y a de la finance comportementale qui a été fait là-dessus, justement, sur la difficulté à encaisser les chocs de la part de certains investisseurs, etc. Et donc, les clients qui ne sont pas prêts à voir ça, parce que ça arrive toujours à un moment donné. Là, voilà, ça fait 10 ans qu'on n'a pas véritablement connu de crise, ça fait 10 ans qu'on est en bull market, que le marché, voilà, il réagit hyper bien, etc. Mais le jour où il va baisser, le jour où il va y avoir un gros choc, je ne parle pas que des droits de douane ou du Covid, où ça a baissé très vite et c'est remonté, et qu'on va mettre 3 ans, 4 ans à s'en remettre. Et ça va arriver à nouveau, je ne sais pas quand, mais ça va arriver à nouveau. Et bien là, il faut diversifier les portefeuilles. Et le seul moyen de protéger les portefeuilles, c'est la diversification. Alors, pour revenir à ta question, parce que j'y réponds pas vraiment en disant tout ça, sur les ETF versus les structurés. Non, ma question, c'était pas exactement ça. C'était est-ce que le structuré a des arguments à faire valoir dans une logique plutôt longue ? C'est ça que je voulais dire. Ouais, bien. C'était plutôt ça ma question. Et effectivement, j'utilisais les ETF parce que c'est souvent la réponse par défaut. Nous, on n'est pas contre non plus. On a des mandats full ETF qui nous ont bien servi jusque-là, qu'on a créés nous-mêmes. Donc, on sait vivre avec notre temps. Mais en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que nous, on a grandi. Nos clients, ils ont grandi plus vite que nous, heureusement. Ouais. Donc, l'âge moyen de nos clients, il est passé de 35 à 45 ans, pour te donner un ordre d'idée, avec des patrimoines qui sont passés de 6 chiffres à 7 à 8 chiffres. Et donc, ce n'est pas les mêmes enjeux, effectivement, quand on est en constitution patrimoniale, qui était le début de notre activité, que quand on est sur des patrimoines structurés.
Et en fait, nous, on s'est aussi intéressé à l'outil produit structuré parce qu'on devait apporter plus de réponses à c'est quoi la performance. Ouais. On pourrait bomber le torse et dire la performance de Colbert Life depuis juillet 23, c'est 40%, c'est pas mal. Ouais. Mais en fait, la vraie réponse à ça, c'est le futur de Colbert Life, ça dépend, puisque c'est un mandat ETF et CleanShare. En revanche, si tu as 10 millions d'euros à investir, c'est pas une réponse ça dépend, c'est pas une réponse souvent qui est satisfaisante pour le client. Et donc, voilà, désolé, j'ai à mon tour élaboré un peu plus ma question, mais je pense que tu comprends peut-être plus l'esprit. Oui, complètement. Encore une fois, je pense qu'il faut revenir dans ton processus tu vois, d'investissement. Déjà, avec le produit structuré, tu as des clients, voilà, peut-être maintenant à 8 chiffres, qui vont te dire « Mais moi, en fait, j'ai besoin d'avoir de la distribution de coupons parce que j'en ai besoin pour financer mon rythme de vie. Bon, avec un ETF, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vendre de l'ETF tous les mois. C'est quand même hyper compliqué à mettre en place, etc. Avec le produit structuré, tu peux rentrer dans des stratégies qui vont te permettre d'avoir une distribution de coupons. Et on a énormément de produits, les reverse convertibles pour ne pas les citer, qui te permettent finalement d'avoir des coupons garantis avec une fréquence de distribution que tu détermines au lancement du produit. Ça, c'est le premier élément. Donc, tu vois, toujours repartir du besoin client. Tu peux le faire sur indice. Et tu peux le faire sur indice, tu peux le faire sur action. Je garde ma logique. Imaginons que je fasse partie des ayatollahs de l'investissement indiciel. Je garde ma logique indicielle, sauf que cette fois-ci, je place des protections et je touche des coupons. Exactement. C'est quand même radicalement différent, quoi. Ouais, complètement. Ouais, complètement. Il y a une ingénierie financière derrière qui est pas du tout la même. Hein. Et encore une fois, c'est ce côté sur mesure qui est hyper plaisant et qui est très plébiscité par les conseillers en gestion de patrimoine et à la fin par les clients finaux. Deuxième élément, si on le compare vraiment, tu vois, juste pour faire la comparaison par rapport à un ETF classique. Un ETF classique, tu vas t'exposer par exemple sur un ETF Eurostoxx, un ETF MSCI World, etc. Et donc, tu vas faire ton allocation là que je pense plutôt stratégique en action. Moi, ce que je peux faire un produit d'indexation sur un indice, Eurostoxx, qui va te permettre d'avoir 2 fois la hausse de l'Eurostoxx dans 5 ans avec une protection en capital à moins 20%. Donc là, tu vois, je vais te créer une alternative à la détention de ton ETF ou à la détention directe de ton indice via un ETF. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner une surexposition à la hausse à maturité, tout en protégeant ton capital. Donc, si ta vision, c'est d'aller chercher de l'indexation et de faire fructifier ton patrimoine sur la partie action, eh bien, il y a des solutions aussi qui sont adaptées. Ce n'est pas que des produits couponnés. Ah, c'est pas mal, ça. Oui, c'est assez intéressant. On en reparlera. Mais du coup, là, peut-être la question qu'on peut se poser, et j'ai un peu peut-être moi-même créé une barrière inutile, mais est-ce que, on parle de sur-mesure, on parle beaucoup de gros patrimoine. Est-ce que du coup, à quel point c'est élitiste? C'est-à-dire à partir de quel type de montant on peut commencer à se poser la question de souscrire un produit structuré déjà, ou d'investir dans un produit au travers d'un produit structuré au global et peut-être en sur-mesure? En fait, c'est pas élitiste. Déjà, je trouve élitiste. Je suis un peu perturbé par le terme. Mais en fait, je pense qu'il faut revenir à l'écosystème encore une fois. Et aujourd'hui, je crois que les conseillers en gestion de patrimoine font un travail remarquable d'aller donner du conseil aux Français. Donc, il y a les banques qui, au départ, jouaient ce rôle. On sait qu'elles ont des difficultés depuis l'arrivée de MiFID, etc., finalement à adresser l'ensemble de leurs clients parce qu'elles ont beaucoup de clients. Elles ont été confrontées à une vague réglementaire qui est extrêmement importante, qui leur a coûté beaucoup en ressources. Et donc, elles ont des difficultés aujourd'hui à adresser avec un niveau de proximité fort l'ensemble de leurs clients. Et aujourd'hui, vous, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous êtes en train de faire un travail qui, moi, je trouve en tous les cas, est remarquable parce que vous avez cette proximité avec le client. Donc en fait, la question que moi j'ai envie de te poser, c'est à partir de combien tu peux faire un conseil, à partir de combien tu peux onboarder un client. Il faut qu'il ait combien de patrimoine chez toi? Parce que moi, pour faire un produit structuré, techniquement, en assurance vie, quand c'est des produits qui sont référencés, un client il peut souscrire à partir de 1 000 €. Ensuite, toi, tu vas lui conseiller de faire ce produit-là. S'il a 5 000 € ou 10 000 € de patrimoine, tu vas peut-être pas pouvoir t'occuper de lui. Parce que 5 ou 10 000 € de patrimoine, c'est de l'épargne réglementée, c'est souvent de l'épargne de précaution, c'est des ménages qui ont déjà du mal à subvenir à leurs besoins en fin de mois, etc., et à boucler les fins de mois. Et donc, en fait, il y a, d'une certaine façon, un patrimoine minimum à avoir pour recevoir du conseil. Ça, moi, je sais pas à partir de combien il est. C'est peut-être 50 000, c'est peut-être 100 000 €.
peut-être dans ces eaux-là, tu pourras peut-être nous Ça dire. dépend des modèles, mais effectivement, nous, on est sur un modèle hybride où on a une plateforme où les gens peuvent aussi faire du self-service. Donc, c'est le cas d'autres plateformes que tu connais bien, dont certaines sont proches aussi d'activités comme la tienne, où effectivement, on peut, en tout cas techniquement, c'est peut-être un premier élément de réponse, investir dans un produit structuré à 1 000 €. Ouais. Techniquement, c'est possible. C'est 1 000 €. Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que vous aurez un conseil exceptionnel à ce prix-là? La réponse est probablement... elle est chez toi, là. Elle est moins chez nous. Non, mais elle est probablement limitée. Mais encore une fois, vous pouvez aussi apprendre en faisant. C'est des plus petites sommes. Et on peut aussi apprendre soi-même sur ce type de somme. Donc, techniquement, c'est 1 000 €. Maintenant, pour faire un produit sur mesure avec quelqu'un comme toi, Nicolas, et tes confrères, c'est combien en fait pour Ça dépend. Alors, on n'a pas tous le même modèle. Donc, nous, on travaille donc avec les conseillers en gestion de patrimoine. Moi, ce que j'aime dans le produit structuré, c'est son côté sur mesure. Ouais. Et nous, on n'a pas voulu imposer de minimum pour faire un produit structuré chez nous et avec nous. Et donc, en fait, tu peux faire un produit dédié sur mesure à partir de 100 000 € sur action, 250 000 € sur taux, 100 000 € sur le crédit. Okay. Voilà, et là, c'est des niveaux où on arrive à avoir une appel d'offres, on arrive à avoir plusieurs partenaires banques d'investissement qui nous accompagnent et qui ont la même démarche que nous, justement, de démocratisation du produit. Ok, donc 1 000 pour souscrire, 100 000 pour faire un produit dédié. Sur action. Mais non, c'est bien, je pense, d'avoir ces clés de lecture. Et tu peux mettre 100 clients derrière. Bien sûr. Non, mais ça, c'est chacun. Après, je laisserai les conseillers qui nous écoutent faire leur propre tambouille, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de clients finaux qui suivent le revenu. Donc, c'est important d'avoir ces bornes. Exactement. Je sais que chez toi, et d'ailleurs, c'était le démarrage de ta démonstration, le sous-jacent, les convictions d'investissement, c'est quelque chose de très important. Vous avez des équipes aussi chez Altitude qui s'occupent spécifiquement de ça. On est dans un marché, dans un monde qui évolue vite. Donc, et de plus en plus vite. Les gens qui se risquent au pronostic sont de plus en plus rares. Ce qui fait que peut-être des produits tactiques peuvent avoir du sens. On en a longuement parlé aujourd'hui. Quelles sont vos convictions aujourd'hui et sur lesquelles on devrait, de ton point de vue, s'appuyer pour construire une stratégie tactique et après, pourquoi pas y inclure des structurés? Alors déjà, le meilleur outil pour se protéger du risque et protéger un portefeuille du risque de marché, c'est la diversification. Vraiment, en termes d'allocation stratégique, il faut faire hyper attention. Et je pense qu'il faut mettre de la ressource là-dedans. Nous, au niveau du tactique, alors sur les taux, on a une conviction, on a un scénario central un peu anti-consensuel, puisque nous, on anticipe. Alors quand on parle des taux, il faut toujours poser la question de quel taux on parle. Est-ce qu'on parle des taux de crédit corporate? Est-ce qu'on parle des taux de la France, avec le risque de crédit de la France, etc. Donc là, moi, je veux parler des taux de marché. On voit une baisse des taux à la fois de la Fed et donc la Réserve fédérale américaine et de la Banque centrale européenne en 2026. Et donc, nous, notre scénario central pour 2026, c'est une baisse des taux. On fait très attention au chômage aux États-Unis. On pense qu'il est en train de se dégrader. Et les chiffres avec la révision qui vient de sortir sur l'année 2025 nous donnent raison. Donc le chômage aux États-Unis est en train de se dégrader, il n'y a pas d'inflation, ou en tous les cas elle est en train d'être très largement maîtrisée. Donc on pense que les taux vont baisser. Ensuite, sur les actions, c'est un marché qu'on trouve un peu cher. Ça fait longtemps qu'il monte. Ça fait longtemps qu'il est cher. Et ça fait longtemps qu'il est cher. Chaque année, il est trop cher. Et chaque année, il est trop cher. Donc chaque année, chaque fois qu'il monte un peu, on se rapproche de la crise. Maintenant, prédire quand est-ce qu'elle va avoir lieu, c'est hyper difficile. Cela étant, et c'est hyper difficile pour vous en tant que conseiller de pas exposer vos clients à un marché action. Parce que dans les allocations stratégiques, justement, il faut garder une exposition action. Donc là, le tactique, il fait son sens. Et le tactique, c'est quoi? Il faut aller sur les secteurs qui montrent de la résilience quand il y a des chocs de marché. Donc aujourd'hui, nous, on aime bien pour 2026 donc
le secteur de l'énergie. On aime bien le secteur de la santé. On aime bien le secteur de la consommation courante, à défaut de la consommation discrétionnaire. La consommation courante, c'est vraiment celle qui se maintient même en cas de crise. Donc ça, c'est vraiment les 3 secteurs sur lesquels on va appuyer. Ensuite, en termes de géographie, on est moins fan des marchés américains. On pense qu'ils sont élevés, on pense que le choc va venir de là-bas. Et donc, on va privilégier les actions européennes. Et en Europe, on aime bien l'Allemagne. Qui ont déjà bien surperformé l'année dernière. Ouais, complètement. Mais on pense qu'il y a encore un potentiel fort cette année. Il y avait un bon retard, Ouais, il y avait un bon retard, complètement. Ouais, surtout. Après, ça dépend ce que tu regardes dans le S&P, ou même. Bien sûr. Il faut le retraiter des 7 magnifiques, il faut le retraiter de la tech, il faut le retraiter d'un peu tout ça. Ok, très clair. Et qu'est-ce que vous pensez du Bitcoin, ou des cryptos en général? Je me permets la question parce que je sais qu'il existe maintenant des produits structurés pour adresser ces classes d'actifs qui sont quand même pas les moins volatiles. Ouais. On a compris que ça permet de cadrer les bornes. Est-ce que vous avez une vue là-dessus? Et qu'est-ce que tu penses de ces produits-là? Alors, faire des structurés sur les cryptos, ça reste encore extrêmement limité. Il n'y a que quelques acteurs émetteurs qui y arrivent sur des durées très courtes et uniquement sur le Bitcoin. D'accord. On n'a pas fait une analyse très poussée de la crypto parce que déjà, on a du mal à la structurer au sein d'un produit structuré. Moi, je te donne mon avis très personnel là-dessus. Et j'exclus le Bitcoin, qui pour moi est un peu à part dans le monde des cryptos. Je ne suis pas un spécialiste crypto, mais pour moi, la crypto, c'est un peu comme du private equity. C'est-à-dire que, OK, il y a un mécanisme de blockchain à l'intérieur, qui est une technologie qui est propre à l'ensemble des cryptos, mais ensuite, c'est un usage que tu achètes, que tu es censé acheter. Et voilà, donc ça va mettre du temps, ces usages, finalement, à démontrer que c'en est véritablement un, parce que c'est super innovant. Donc, j'ai pas un avis très, très tranché sur la crypto. Et le produit Bitcoin que tu as vu passer ou que tu as déjà traité, ça marche comment, juste pour qu'on... Il y avait, c'était un autocall sur le Bitcoin qui permettait d'avoir des coupons à 10% ou à 15%, tant que le Bitcoin ne baissait pas de 25% ou un truc comme ça. Donc c'est pas fou comme protection. Non. En fait, vu la vol du produit, 25%, ça peut se faire assez vite. Hyper vite. Mais c'était sur des durées très courtes. En fait, c'est des actifs qui sont sur tellement... des durées courtes. Oui, donc ça peut être marrant quand même. Ouais, c'est marrant, mais encore une fois, moi je pense que... Mais c'est très spéculatif. Ouais, mais quand tu achètes... Si tu mets du Bitcoin ou du crypto dans ton allocation, moi je pense que c'est pour la jouer en pur. Et là, pour le coup, l'investir en pur, c'est hyper bien. Parce qu'en effet, il faut être capable de tout perdre. Mais en échange de ça, tu as des espérances de rendement qui sont énormes. Qui sont costauds. Ouais, qui sont costauds. Okay. Donc, mais il faut en mettre très prudemment. Tant qu'allocataire, si tu as une approche d'allocataire, il faut être très, très prudent sur l'allocation. Ok. Peut-être pour rentrer dans cette dernière partie, s'il y avait un produit structuré à regarder cette année, pour ceux qui voudraient se lancer sur la classe d'actifs, selon toi, tu as sûrement donné pas mal d'indices dans ta démonstration, mais est-ce qu'il y a un produit, selon toi, qu'il faudrait regarder cette année particulièrement? Ouais, il y en a 2. Un, avec une garantie en capital. Nous, on pense que les taux, c'est notre scénario central, vont baisser. Donc, c'est encore temps d'aller structurer des produits avec une garantie et espérer des rendements qui sont plutôt satisfaisants. Il faut aller chercher du rendement à 6%. Okay. Donc, investir sur la baisse de l'Euribor. On va préférer se placer sur la partie basse de la courbe, donc plutôt l'Euribor 12 mois, etc. Pour ceux qui prennent en vol, ça va peut-être être un peu compliqué d'interpréter ça. Mais voilà, c'est des produits qu'on aime bien. Sur action, la structure qu'on va préférer, c'est les structures que je décrivais, qui sont des structures assez usuelles aujourd'hui, qui sont très faciles à comprendre de la part des clients finaux. Et ensuite, faut bien choisir les sous-jacents. Donc, les sous-jacents qu'on aime bien, ça va être des paniers d'actions sur les secteurs plutôt défensifs. Et puis après, on peut faire un petit peu du stock picking, etc. Là-dessus. Le secteur que tu as cité tout à l'heure, quoi. Ouais, exactement. Staples, santé. Ouais, exactement. Et énergie. Énergie, ok. Ouais. Ça, on aime bien. Et aller chercher là du 8 à 10% de coupons. Ok. Le truc à regarder impérativement avant de souscrire à son premier produit structuré, du coup? Le sous-jacent.
Sous-jacent. Il Ok. faut adhérer à la stratégie d'investissement, c'est le truc Ok. numéro 1. Et pour ceux qui nous ont écoutés, qui n'ont rien compris, est-ce qu'il y a, est-ce que, je pense qu'il y en a aucun qui a rien compris qui est encore là. Mais disons que pour ceux qui voudraient approfondir le sujet, est-ce qu'il y a des bonnes lectures, est-ce qu'il y a des bons contenus, est-ce qu'il y a des choses que tu recommandes? Si on veut un peu plus se former à la classe d'actifs. Oh là. Oh là là. C'est moi qui vais devoir faire la session de rattrapage. Si on veut se former à l'outil. L'outil d'investissement au produit. Bon, promis, je ferai la session de rattrapage, je note. Du coup. Non, mais c'est sympa. Là, tu me prends un peu au dépourvu. J'ai pas vu, en effet, beaucoup de trucs dans le marché, ou sur Internet. Je pense qu'en fait, il y a une multitude de sources d'informations. Est-ce qu'il y en a qui sont plus qualitatifs que d'autres? J'en ai pas. Je vois pas le truc, la Bible du structuré expliqué. Ça nous donne un projet à travailler. Ouais, peut-être. En effet, peut-être. Pourquoi pas un jour. Projet à travailler. Sinon, regardez le podcast, mais en 0,5. Ok, écoute Nicolas, merci 1000 fois d'être venu, d'avoir partagé tous ces retours d'expérience, de nous avoir démystifié la classe d'actifs. Je pense qu'il y avait beaucoup à... Le produit, Je vais pas y arriver. Une fois qu'on a commencé, c'est cuit. En tout cas, je pense qu'à part moi, les gens ont beaucoup appris. Et c'était vraiment très intéressant. Donc merci, et merci aussi de la part du Revenu pour ton invitation. Merci à toi, Gustave, pour cette invitation. J'étais ravi d'être là avec toi, et merci au Revenu également. Merci.